Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. L'avenir de la filière automobile, comment elle se transforme pour devenir plus éco-responsable? Voilà le thème de notre débat tout de suite avec Élise Remarque. Bonjour. Bonjour Bienvenue, Thomas. vous êtes directrice marketing des marques SEAT et Cupra, du groupe évidemment Volkswagen. Xavier Oran, bonjour. Bonjour vous Thomas. êtes le délégué général du CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. Peut-être avant de détailler les actions menées par vos marques, comment vous définissez l'éco-responsabilité dans le secteur auto, pour un constructeur auto? La facilité, ça va être de se dire, il y a ce mouvement majeur, et peut-être assez violent d'ailleurs, vers le tout électrique. C'est plus compliqué que ça ? Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque la transition vers l'électrique aujourd'hui est une transition qu'on vit, qu'on porte, mais qu'on subit aussi, puisque les nécessités font loi. Mais de manière plus globale, l'éco-responsabilité, c'est avant tout une conscience qu'on va essayer de décliner sur tous les aspects de nos métiers, que ce soit en matière de marketing, que ce soit en matière de fonctionnement dans les réseaux au quotidien, et sur toutes les actions qu'on va pouvoir mener sur tous les plans de notre fonctionnement. Donc c'est une vision, en fait, c'est une vision globale, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? Absolument. D'accord. Xavier Oran, quand Emmanuel Macron donne l'objectif de, alors j'ai vu ça, c'était dans sa conférence France 2030, de 2 millions de véhicules électrifiés en France en 2030. Vous dites quoi? C'est trop ambitieux, on va y arriver, c'est impossible à atteindre. Ça a été quoi votre première réaction? Je sais qu'il y a une pression très forte des pouvoirs publics en France et en Europe. On est dans une pression effectivement d'ordre historique en fait. Oui. C'est une révolution, ce que nous sommes en train de vivre, au sens le plus entier du terme. Et dans toute révolution, il y a toujours une part d'ombre et de lumière. Et je pense qu'il faut retenir la lumière. La part d'ombre, on pourra peut-être y revenir, parce que toute révolution a sa part de risque. Mais je pense qu'il faut surtout retenir aussi sa part d'opportunité. On va avoir en réalité moins de 10 ans, sur cette décennie, beaucoup de choses vont se jouer. Et ce que j'ai retenu du discours du président de la République, c'était d'abord le cap stratégique qu'il avait fixé à ce qu'il a appelé, et ce n'est pas neutre, la nation automobile. Parce qu'effectivement, nos métiers, l'automobile, notre industrie, qui fait travailler un Français sur 10 en France, est intimement liée depuis son origine à l'idée de nation. Ça lui est même consubstantiel. Puis quand on parle d'automobile, de mobilité, c'est surtout associé d'abord à l'idée de liberté. Bien sûr, ensuite, il y a l'éco-responsabilité. Et en termes d'éco-responsabilité, la filière, en fait, n'a pas attendu le tournant stratégique qui est en train d'être pris et qui s'accélère pour être éco-responsable. En réalité, l'automobile, sur le plan énergétique, sur le plan écologique, sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, a fait beaucoup plus de progrès qu'on ne le dit. Oui, les voitures consomment beaucoup moins et c'est seulement l'un des aspects de la question. On parle beaucoup vos confrères parlent beaucoup, à juste titre, du prix du carburant, ramené par rapport au salaire moyen. En fait, on a des possibilités aujourd'hui qui n'ont rien à voir par rapport aux 20 dernières années. Donc c'est une filière qui est par essence en mouvement et à laquelle on demande une accélération d'ordre absolument historique sur les 10 prochaines années. Et alors, cette émission, on aime bien se projeter dans l'avenir. Dans le discours du président de la République, j'ai vu plus de stratégies coopératives entre les constructeurs nationaux. Ça m'a quand même fait tiquer. Vous qui les connaissez bien, vous imaginez, pardon de parler aussi de vos concurrents, mais Renault et PSA travailler ensemble? Je pense que le président de la République, ça a pu crisper un peu, mais il est là aussi pour fixer un cap stratégique et puis pour favoriser, animer un tronc commun entre nos différents constructeurs, équipementiers, sous-traitants, distributeurs, réparateurs. En fait, c'est tout un écosystème qu'il faut faire évoluer dans le même sens. On parlait d'éco-responsabilité ou encore de trajectoire durable. Pour inscrire cette filière dans toute sa diversité dans une trajectoire durable, immanquablement, il faut que la filière soit plus solidaire entre ses différentes composantes. C'est tout un bloc très disparate, très hétérogène, avec de très grandes entreprises mondialisées. Et puis de l'autre côté, il y a des TPE artisanales en Corrèze ou en Normandie, dans tous nos territoires, qu'il faut faire évoluer. Cette modernisation, cette accélération, l'un des enjeux, c'est d'accélérer l'innovation, mais aussi de favoriser la diffusion de cette innovation à tous les échelons de la filière. Et donc, on passe un peu d'une vision très verticale, très classique, très conventionnelle, à une vision des mobilités, beaucoup plus horizontale et qui implique effectivement, de notre point de vue, que les différents acteurs travaillent de manière différente. C'est-à-dire que si on veut tenir l'objectif 2030, va falloir
être un peu plus horizontal et travailler un peu plus ensemble. C'est ce que je retiens de votre... L'objectif dont vous parliez, que vous rappeliez à l'instant, c'est-à-dire de produire 2 millions de véhicules électriques sur le sol national dans les 10 ans qui viennent, cela veut dire une stratégie collective extraordinairement robuste et un saut qualitatif collectif extrêmement rapide qu'il faut opérer. Donc c'est forcément un collectif France qu'il faut embarquer sur ce projet. Élise remarque, vous disiez tout à l'heure que cette révolution, on va parler du reste, mais de l'électrique, elle était aussi subie, et je pense que pour les constructeurs, ça a quand même été un choc. Et là, je parle de la pression européenne. Le nouveau paquet climat de la Commission européenne s'appelle Fit for 55, qui pour l'industrie auto, évoque l'hypothèse d'abandonner les véhicules hybrides en 2035. Moi, je me mets à votre place. C'est-à-dire qu'on est on invente des voitures, on invente des véhicules hybrides pour justement répondre aux demandes et à la demande d'éco-responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi des consommateurs, évidemment. Et puis là, on nous dit, fini, même les hybrides, il faudra les jeter. Comment vous réagissez à ça ? On réagit déjà en essayant de prendre en compte tous ces éléments pour se transformer. C'est vrai que historiquement, l'automobile a travaillé sur des énergies qui permettaient d'apporter, on va dire, de l'efficacité dans les mouvements du quotidien pour les consommateurs. Et c'est ce qu'on a travaillé historiquement avec des moteurs essence, diesel que tout le monde connaît, même avec des alternatives au gaz qui pouvaient exister jusqu'à maintenant. Et les constructeurs, évidemment, n'ont pas attendu une transition électrique forcée pour pouvoir travailler sur différents aspects. La preuve en est que l'électrique a vu le jour il y a plusieurs décennies maintenant. Bien sûr. Et effectivement, au démarrage, a eu un petit peu de mal à émerger, mais les objectifs effectivement d'engagement du climat ont accéléré cette transformation et ont fixé effectivement un cap sur une transformation vers l'électrique à court terme. Donc ça, c'est effectivement un fait. Maintenant, il faut prendre cet objectif et effectivement s'adapter à ça, même si ça n'empêchera pas les constructeurs de travailler sur d'autres alternatives, sur des carburants de synthèse, sur l'hydrogène, sur d'autres possibilités par la suite. Mais pour l'instant, ce que les constructeurs font et ce que nous faisons, en tout cas à l'échelle de Seat et Cupra, c'est transformer nos façons de fonctionner, nos objectifs industriels, nos objectifs de vente et nos façon de travailler pour effectivement déjà réussir cette transition électrique. Et pour preuve, aujourd'hui, on est en phase de lancement de la marque Cupra sur le territoire européen. Et cette marque a vocation, d'ici à 2030, à être 100% électrique. Donc 100% des modèles de la marque Cupra seront électriques à cet horizon-là. Donc oui, on a pris cette transition comme étant un objectif qu'on va formaliser d'un point de vue industriel. Avec une chaîne, puisqu'on est sur Cupra, avec une chaîne de production neutre en carbone, ça signifie quoi en termes d'investissement, d'infrastructure, ça ? Ça signifie une transformation de l'outil industriel. C'est vrai que c'est certainement le plus profond à faire changer du point de vue du constructeur. C'est comment est-ce qu'on transforme nos usines. Déjà, on va transformer les usines dans leur fonctionnement parce qu'il faut alimenter ces usines avec du coup des énergies qui sont plus vertes. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait sur l'usine de Zwickau qui va produire Cupra Born, qui est notre premier modèle 100% électrique de la marque, qui est alimenté par des énergies vertes et donc effectivement par de l'éolien, par du solaire. Donc le groupe construit des formules en fait, qui permettent de s'alimenter de cette façon. Et ensuite, on transforme aussi la façon de produire les voitures pour avoir des matériaux qui sont plus green, pour avoir effectivement des façons de travailler avec les ouvriers qui sont plus responsables et donc effectivement avec cette neutralité carbone qui doit faire partie de la chaîne de production. À quelle vitesse, Xavier Auran, on peut transformer comme ça une chaîne industrielle ? Et je reviens à la question sur l'abandon de l'hybride rechargeable en 2035. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. On a pris un pivot, donc on met en branle toute la machine industrielle. À quelle vitesse on peut le faire ? Une trajectoire durable, elle est durable parce qu'elle est aussi soutenable. Et pour qu'elle soit soutenable, il faut qu'il y ait un financement. Et donc, il faut que la filière puisse rester rentable. Donc, les centaines de milliards d'euros qui vont être mobilisés par l'ensemble des acteurs au cours des prochaines années, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et l'hybride fait partie de ces solutions qui apportent aussi des marges, qui viennent nourrir la recherche et le développement, les investissements, que ce soit dans les usines ou dans la partie distribution. Élise a parfaitement bien parlé de la partie production, mais il y a aussi toute la partie recyclage dans laquelle il va falloir investir de manière absolument massive pour être cohérent et construire ensemble cette trajectoire durable. Donc, l'un des grands débats qui effectivement va agiter la présidence française de l'Union européenne à partir de janvier prochain, à l'agenda du président de la République, il y a quelques dossiers automobiles qui seront extrêmement structurants pour les 10 ans qui viennent. Il y a effectivement l'avenir de l'hybride
dans le mix énergétique qui est en train d'évoluer. S'il n'y est pas, ça va poser de très graves difficultés à tous les échelons de la filière. Avec peut-être une possibilité de dérogation pour pousser jusqu'en 2040, c'est ça, c'est ce qui est un peu. Il y aura la question de déjà. l'agenda, il y aura la question de la vitesse, c'est-à-dire plus exactement de la pente de réduction des émissions de CO2. Aujourd'hui, on parle de moins 55%, ça pourrait être sévérisé à l'initiative de pays qui sont aujourd'hui non constructeurs. Donc il va y avoir un débat très politique lié aux objectifs climatiques, évidemment, qui va se nouer dans les 6 mois qui viennent. Il y a accessoirement les discussions liées à une nouvelle norme qu'on appelle la norme Euro 7, qui rentrera en application en théorie en 2025. Si cette norme était trop sévère, ça pourrait disqualifier de facto un certain nombre de motorisations et donc inciter les constructeurs, finalement, à faire un saut en termes de mix énergétique sur la technologie d'après, et donc à faire des faire des choix d'investissement pour effectivement se focaliser sur l'électrique 100%. Mais dans cette vaste révolution, il y a une personne qu'il ne faut jamais oublier, c'est le client, c'est le marché, que ce soit le particulier ou que ce soit l'entreprise. Et donc c'est là où on retrouve aussi les problèmes des questions de financement et d'accès aux solutions de mobilité que la filière peut proposer. Et donc on voit que c'est un problème, en fait, une équation extraordinairement complexe dans laquelle on a encore beaucoup d'inconnus. Donc ce qui est très important, ce que nous attendons au niveau de la filière, c'est une stabilité importante de l'ensemble des dispositifs, qu'ils soient nationaux ou européens, une lisibilité, parce que c'est une industrie, c'est un commerce du temps long pour les investissements opérés au niveau des producteurs, naturellement, des industriels, mais aussi pour un consommateur. Acheter une voiture dont on a impérativement besoin, encore une fois, le débat sur le carburant a souligné combien la voiture a une place centrale dans notre économie et dans notre société. Et donc acheter une voiture avec des mix énergétiques qui sont en train de s'élargir et qui complexifient aussi la perception qu'on peut avoir du marché, on voit que quand on parle de révolution, on a vraiment beaucoup de travail à faire, mais en même temps, c'est passionnant. Ouais, c'est effectivement une période assez dingue, mais c'est quand même que nous sommes, que vous êtes, vous, dans votre secteur, en train de vivre. Et d'ailleurs, je réemploie ce terme, c'est dingue, Élise Remarque, de se dire qu'un constructeur automobile propose des trottinettes électriques, parce que c'est dans la révolution dont on parle, vous avez complètement revisité, réinventé la gamme, quoi. Exactement, puisque quand on parle d'éco-responsabilité, on parle de tous les aspects de nos métiers. Et effectivement, ce que disait très justement Xavier, c'est qu'en bout de chaîne, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est le client. Et aujourd'hui, ce consommateur final, il a besoin aussi de sentir que cette éco-responsabilité, elle est portée à tous les niveaux. Donc sur des promesses de produits qui se veulent différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de Paris et effectivement des embouteillages qu'on peut subir au quotidien. Il y a d'autres moyens que la voiture qui peuvent compléter un parcours de vie urbaine au quotidien dans la mobilité. Et typiquement, effectivement, des trottinettes électriques ou des scooters électriques, comme on en lance aujourd'hui chez Seat, font partie potentiellement de ce parcours et font partie d'une transformation nécessaire sur la mobilité au sens large. Donc effectivement, travailler sur ce sujet de l'éco-responsabilité, ça veut dire travailler sur des produits qui vont être adaptés à la vie de tous les jours de nos concitoyens. Ça veut dire travailler sur des services qui vont leur faciliter l'accès à la mobilité éco-responsable. Ça veut dire travailler aussi à des actions qui vont permettre nous-mêmes de porter ces valeurs dans nos actions. Typiquement, je prends un exemple assez simple de mes actions du marketing au quotidien. Quand on fait une grande campagne d'affichage, par exemple, aujourd'hui, on récupère les bâches qu'on a publiées sur, par exemple, la façade du Louvre et on les recycle pour en faire, par exemple, des pochettes, des porte-cartes ou ce genre de choses pour pouvoir avoir une action qui soit plus responsable et qu'on puisse porter de manière globale. Ouais. Et dans les matériaux, pour les voitures, là, je reviens aux voitures, là aussi, est-ce que vous faites évoluer les matériaux ? Est-ce on était sur l'économie circulaire juste avant, est-ce que vous l'intégrez à vos process aussi ? Absolument. Déjà dans la façon de produire les voitures, puisque typiquement nos ouvriers sont aujourd'hui motivés, incentivés à pouvoir trouver des alternatives de fonctionnement pour avoir effectivement ne serait-ce que des manipulations plus éco-responsables dans leur travail du quotidien. Ça fait partie vraiment de la culture d'entreprise, mais aussi parce que dans les matériaux utilisés, on va aller vers des matières de plus en plus éco-responsables. Et typiquement un exemple sur la Cupra Born qu'on est en train de lancer. Cupra Born est équipée d'origine de sièges baquets en matériaux de plastique recyclés issus des océans. Donc la fameuse initiative Sequal que vous connaissez probablement, qui permet d'équiper nos sièges avec des matériaux recyclés nobles, mais effectivement en utilisant, là pour le coup, des déchets marins qui nous permettent effectivement d'aller dans ce sens du matériau éco-responsable. Xavier Oran, la circularité, c'est-à-dire que la façon dont on peut recycler une voiture après son usage, ça aussi, il y a eu un progrès dont on soupçonne
peut-être pas forcément l'ampleur. Bien sûr, c'est une filière à part entière qui existe en France depuis en fait des décennies, qu'on appelle aujourd'hui les recycleurs automobiles. Mais je vois qu'une marque, en l'occurrence Renault, a basé une stratégie, notamment à Flins, pour justement reconfigurer ce site autour en particulier du recyclage, pas simplement. Donc on voit qu'il y a aussi une valeur qui va être nouvelle, qu'il faut repenser. Il y a des chaînes de valeur qui sont en train en fait d'être totalement repensées. Mais c'est une filière qui va innover, qui est créatrice d'emplois, qui est beaucoup plus industrielle et professionnalisée qu'on le dit, parce qu'on a encore l'image des casseurs en tête. Ça ne correspond plus du tout à la réalité. Ce sont des entreprises qui sont agréées, qui sont extrêmement contrôlées, qui sont très innovantes et qui permettent de boucler la boucle, si je puis dire. On parle d'économie circulaire. Là, on est vraiment un cas tout à fait opérationnel, tout à fait concret, et qui permet à la filière d'être exemplaire, encore une fois, dans sa manière dont elle pense son écosystème. Et juste un chiffre, parce que avec les primes à la conversion et le renouvellement du parc qui s'est accéléré en partie sur ces 2-3 dernières années, on est passé grosso modo d'1 million de véhicules hors d'usage que cette filière du recyclage absorbe à 1 600 000 véhicules qui sont éliminés chaque année. Donc quand on parle de réduction d'émissions de CO2, en fait, il fallait rechercher des effets massifs et donc il faut continuer à accélérer le renouvellement du parc automobile de manière à capter des gains les plus importants possibles, les plus massifs possibles en termes d'émissions de CO2. Donc le recyclage automobile est un acteur qui est totalement intégré dans une économie effectivement dite circulaire et qui est probablement une grande partie de l'avenir de l'industrie automobile en France. Et Élise Remarque, il y a une dernière question que je voudrais vous poser qui nous ramène à la compétition. Moi, je suis toujours fasciné, je fais plusieurs émissions sur les 24 heures du Mans, à quel point une course comme celle-là a pu irriguer nos usages, nous, d'automobilistes depuis des décennies. Elle a quoi, plus de 100 ans, je crois, les 24 heures du Mans. C'est vrai aussi pour la course, la e-course automobile. Absolument. Et c'est vrai que... Parce que vous avez, alors je ne sais plus laquelle de vos marques participe. Cupra, c'est Cupra, c'est ça. Hein. On a la chance effectivement de pouvoir repenser toute la chaîne de valeur. C'est important d'un point de vue à la fois industriel, d'un point de vue client, d'un point de vue du fonctionnement global de notre industrie. Et c'est vrai que la compétition en fait partie, puisqu'historiquement, la compétition est au cœur de l'automobile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Cupra s'est très largement engagé dans cette mission, notamment sur 2 aspects de la course. L'aspect Pure ITCR, d'ailleurs sur lequel Cupra vient de gagner le championnat du monde le week-end dernier, donc c'est totalement d'actualité, mais aussi en portant en collaboration avec ABT, une écurie en Extreme E, qui est une toute nouvelle discipline qui s'est montée depuis quelques mois, qui est vraiment une course à vocation de sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur le changement climatique, et soutenue par les initiatives des Nations Unies par rapport justement au plan climat. Donc on est totalement investi là-dedans et on veut démontrer avec ça que la course automobile, l'aspect racing de l'automobile peut totalement être inclus dans cette démarche et qu'on peut prendre plaisir à voir de la compétition automobile, à conduire une voiture tout en étant responsable. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous propose tout de suite Smart Move avec un skate long de 2,60 m. J'ai pas les bras assez longs, ça tient pas.